Bien, bonsoir à tous. À tous peu nombreux, hein. Parce qu'entre les épidémies et les retards, et etc., etc. Putain, il y a de l'écho. Alors, Véronique Bertin a donné pouvoir à Jackie Léger, Philippe Soublin, qui revient de la sépulture de son beau-père, a donné pouvoir à Laurence Rochat, Philippe Mosca, a donné pouvoir à Isha Desmonaz, René Chevalier, à Noir Kismoun, Daniel Mianet, à Jean-Charles Massiago, Céline Durandard, à Éric Laurent, Damien de Ségly, à Marie-Christine Bermond, et Inès Souissy, à Florence Carpetta, et Mireille Baird, à Bernard Xel. Des rangs clairsemés. Philippe arrive avec 15 minutes de retard. Eh ben, on la prendra à ce moment-là. De toute façon, d'ici un quart d'heure, Valentin aura à peine terminé de parler. Entendu. Si le message est clair. Alors, dans l'ordre du jour de ce soir, le premier point de notre ordre du jour, c'est un retour sur l'assainissement. Alors, ce sujet de l'assainissement, je ne vais pas vous refaire l'histoire que chacun connaît de ce qu'on a vécu dans l'été 2018 avec ce sujet. Vous vous souvenez que Valentin était venu pour nous faire une présentation de la situation. On a eu un certain nombre d'allers-retours avec les services de l'État depuis la DDT, les services du préfet, l'agence de biodiversité, etc. Donc on a mené différentes investigations. Et Valentin Claes revient vers nous ce soir. J'associe évidemment le syndicat d'assainissement, mais Noir aura l'occasion de s'exprimer. Ce soir, Valentin revient vers nous avec, je dirais, un premier point d'étape qui vient vers le conseil municipal pour nous proposer les actions à engager et donc un plan d'investissement à engager dès 2019. Et à poursuivre sur quelques années, ce qui représente évidemment des sommes conséquentes sur lesquelles il faut trouver les organisations. Et l'importance, c'est qu'on puisse se dire tout cela aujourd'hui, d'abord parce qu'il y a urgence à agir, mais aussi parce qu'on est en anticipation de notre préparation budgétaire et qu'il faut que le budget de l'assainissement, Florence, se retrouve adapté en conséquence de ce qui va nous être expliqué tout de suite. Voilà. Donc on donne à Valentin le quart d'heure qui va devenir 20 minutes et ensuite on peut débattre de ces sujets. Valentin. Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Oui. Donc, merci de votre accueil. Je pense que l'introduction est bien faite. L'idée, c'est de ne pas dépasser une quinzaine de minutes, qu'on soit assez concentré ce soir sur l'intervention sur l'assainissement. Je ne vais pas refaire un débat de tout le constat du dysfonctionnement qu'on a identifié en juillet l'année dernière. On va passer à la diapo d'après. Je vous avais fait un extrait, je remets juste cet extrait-là qui permet d'avoir une polygonale sur la rive, notamment la rive droite de Moutier. Vous avez tout le secteur ici qui est en rose, qui en fait n'est pas raccordé à l'unité épuratoire. Tous les points bleus ici sont des abonnés ou des groupes d'abonnés qui sont aujourd'hui non liaisonnés à l'unité épuratoire. Ils ne disposent pas d'infrastructures assainissement qui permettent de les raccorder à l'ouvrage de traitement du Doron. Vous avez sur l'ensemble de la rive droite le restant ici qui est en cyan, en couleur cyan, qui est théoriquement raccordé, mais qui, par les dysfonctionnements qui ont été identifiés, notamment sur tout le patrimoine dans la galerie, termine également en grande partie à l'Isère. L'idée, c'est de trouver une solution, une alternative. On s'est attaché les derniers mois à essayer de se concentrer, à trouver des aménagements qui permettent à court terme de retrouver un fonctionnement cohérent et une efficacité sur la rive droite notamment. On va passer sur la diapo d'après. Je vous montre des courbes. On n'avait pas parlé des infrastructures mesurées, de ce qui est envoyé aujourd'hui sur le Doron. Je voulais vous montrer des enregistrements qui ont été faits. Ici, vous avez en gris l'évacuation en débit, ce qui se passe au niveau du poste de refoulement du pont Buté, à l'extrémité de la rive droite, et qui est censé collecter l'ensemble de la rive droite de Moutier, y compris les effluents d'eau de cour.
Et en fait, vous voyez que sur voilà, un quadrillage, hein, c'est une journée par quadrillage. Ici, je suis par exemple au mois de mars et au mois d'avril de l'année 2018. Vous voyez que voilà, on se retrouve avec des débits qui sont saturés et puis des débits qui sont triplés voilà, du jour au lendemain, hein, de la minute à l'autre, et puis ils sont repassés à zéro. Ils sont engagés sur des débits, voilà, là on reconnaît des cycles à la journée qui sont un peu plus cohérents. Mais voilà, sur une vingtaine de jours de mesure, vous vous rendez compte que ce qui est en fait pompé à l'extrémité du pont de butée correspond à de l'eau pluviale, un mélange du relevage de l'eau de la nappe et à de l'assainissement, à rien du tout. Parfois, d'une journée à l'autre, on a un vrai dysfonctionnement d'assainissement de ce qui est évacué par la rive droite de l'ensemble de la collectivité de Moutier. Tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on retrouve une cohérence de fonctionnement à court terme, parce que ça, c'est encore le cas aujourd'hui, là, le 22 janvier 2019, et que ce n'est pas tolérable, et qu'il faut ramener cet assainissement à la station d'épuration. Vous avez une courbe qui est ici en orange, et qui est la courbe de l'avenue des Salines. Alors on parle pas mal des problématiques en rive droite, mais en rive gauche, vous avez fait pas mal de travail ces dernières années, et ça se passe relativement bien en rive gauche. Vous avez une journée de fonctionnement, une nuit, une journée, une nuit. Vous voyez qu'en nuit, on est quasiment très faible en termes de débit, et vous avez en inversé ici, en ordonnée, la pluviométrie. Donc il pleut, on répond un petit peu d'un point de vue débit, hein. Il pleut pas, on répond pas beaucoup, voilà, il pleut un petit peu, on a des réponses en débit, mais c'est pas des réponses qui sont extrêmement importantes, et c'est des réponses qui sont influencées en plus par la réponse du syndicat du Doron, toute la descente de l'infrastructure amont, en fait, qui vient impacter ce point de mesure également. Je passe le détail, on n'est pas là pour détailler le point de mesure. L'idée, c'est de montrer qu'on a des capacités disponibles dans l'avenue des Salines, en rive gauche, par rapport à tout le travail qui a été fait sur la rive gauche, et qui permet d'envoyer une fraction de la rive droite vers la disponibilité des infrastructures en rive gauche pour trouver des solutions à court terme. On passe à la diapo d'après. Un programme d'aménagement dont on a déjà parlé, on a regardé ces actions une par une, je suis venu vous les expliquer. Je vais essayer de faire beaucoup plus simple d'un point de vue présentation. Je vais simplifier ça dans les diapos qui suivent, mais ici on a essayé de lister toutes les actions avec les priorités. En urgence, il faudrait tout faire à court terme, soyons clairs. Le nombre d'abonnés impactés par ces actions, les coûts associés à ça, les charges pour la police de l'eau qui nous demande mais quelle incidence en charge, qu'est-ce que ça représente. Donc tout ça, c'est des actions travaux et qui ont été hiérarchisées et qu'on va décomposer dans les aménagements après. Ça représente à peu près 1 300 000 € à faire, et vous allez voir ma priorisation technique, ce que je pense, et l'organisation qu'il faut avoir sur ces actions-là pour mener ça à bien à court terme. Dessous, vous avez également 2 actions ici qui ne sont pas listées dans ce tableau-là. La première, c'est depuis qu'on s'est vu, entre-temps, on a rencontré la police de l'eau. La police de l'eau nous dit oui, c'est bien, mais ce qu'on vous demande, c'est également de faire une mesure de pollution sur le milieu récepteur pour que vous puissiez nous dire l'impact des volumes déversés en assainissement sur l'Isère, l'impact qualitatif et l'impact pollution qu'on peut avoir sur le milieu lié à cette situation. Donc ça, c'est une partie mesure qu'il faut mener pour pouvoir répondre à cette attente réglementaire. La deuxième partie, pour moi, quand on parle programme d'aménagement, généralement, quand on vient sur une collectivité, on a un schéma. Ce schéma, il est déjà voté, il est approuvé. On a un zonage qui va avec, un zonage collectif. Ici, c'est pas le cas. Vous avez un schéma, mais il n'a pas été approuvé. Vous avez un bout de phase 1, mais il n'a pas été terminé, plus récent. Aujourd'hui, on est déjà plus loin. Vous n'avez pas de zonage qui a été soumis en enquête publique. Donc ça pose une problématique également réglementaire. Avec tout le travail qui a été fait, on pourrait réorganiser ce travail-là pour rédiger tout ce plan d'action et le transformer en schéma directeur qu'il faudrait soumettre à enquête publique avec un zonage associé qui soit cohérent et qu'on ait un document qui soit qui fasse foi et qui soit à travers les différentes collectivités actuelles ou futures d'un point de vue gouvernance. On passe à la diapo d'après. J'accélère, le temps tourne.
Donc on va parler des premières organisations d'études. Ici, je vous propose ce qu'il faudrait mettre en place pour répondre à l'agence de l'eau. À la police de l'eau, pardon, d'un point de vue suivi du milieu. Pour moi, il faut réenclencher une partie de la campagne de mesure. J'avais déjà proposé de mettre en place ces points-là, mais on était en dehors du cahier des charges du syndicat des Dorons. Donc là, moi, je viens ici à Moutier. Ce qu'on demande ici, c'est pour Moutier. Et on a mis en place une campagne de mesure importante, de 14 semaines en 2018. Mais cette campagne de mesure, elle était encadrée par un cahier des charges, qui est celui du syndicat du Doron, avec un certain nombre de points, de mesures de débit, de mesures de pollution. Et elle n'a pas pu couvrir l'ensemble de l'envergure technique qu'on pouvait envisager pour avoir un diagnostic détaillé. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait mettre en place pour répondre à cette attente, c'est un point de mesure à la sortie de la galerie. On est sous l'ancien abattoir. Il faudrait réussir à équiper cet ovoïde pour connaître les flux qui sont engagés. C'est pas que des flux d'assainissement. On a le rabattement de la nappe, on a un réessuyage, on a le violet qui descend dedans, on a de l'eau pluviale, mais on a aussi le dysfonctionnement de l'assainissement qui arrive là. Il faudrait mettre un pollutogramme sur cette évacuation pour connaître la charge de pollution qui est transitée par cet exutoire de la galerie. Il faudrait mettre en place sur le trop-plein qui est situé une trentaine de mètres à l'aval, juste en amont du pont de Butée. Vous le voyez bien, si vous vous garez sur le parking de la boulangerie de Marie et que vous passez la tête en contrebas, vous allez voir un tuyau qui déverse très régulièrement une qualité assez désagréable en direction de la rivière. Il faudrait l'équiper d'un débitmètre. Moi, j'avais mis qu'un détecteur de surverse. Et il faudrait l'équiper également d'une mesure de pollution. Et il faudrait faire quelques mesures de pollution sur le milieu récepteur. Tout ça pour répondre à l'attente de la police de l'eau en la matière. Mon avis est le suivant. Tout ce qu'on va faire là, même si ça nous est demandé par la police de l'eau, je le comprends. Aujourd'hui, on fait une décharge d'assainissement vers le milieu récepteur. Quel est l'impact? On a quand même un flux important du milieu qui permet de lessiver ça, d'envoyer ça un peu plus loin, de le diluer. Moi, je pense que tout ce qu'on va faire aura de grandes limites d'un point de vue analyse technique, parce que on a la galerie qui est relativement grande, on met de l'assainissement dedans, on n'a pas une chasse qui se fait tout de suite par un orage, donc ça sédimente dans cette galerie à plein d'endroits, et puis on va avoir un orage avec une chasse importante, une remise en suspension de l'ensemble de cette pollution qui sédimente dans la galerie, et une chasse sédimentaire qui est envoyée au milieu, et ça, on va pas mettre en place une campagne de mesure de 50 semaines pour pouvoir justifier de ces éléments-là. Donc l'idée, c'est de faire cette campagne de mesure, peut-être sur 24 heures, pour répondre aux attentes de la police de l'eau, mais si on voulait vraiment avoir une approche détaillée de l'impact pollution du milieu par rapport au fonctionnement actuel, il faudrait qu'on fasse de la recherche, une thèse avec une quantité de mesures et des coûts qui sont là disproportionnés. Voilà. La deuxième partie, c'est de rédiger un schéma sur la partie études. Tout ça, pour moi, il faut le faire en 2019. La campagne de mesure, ici, l'impact sur le milieu se mesure à l'étiage. L'étiage, c'est février 2019. C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire là, il ne faut pas attendre pour le mettre en œuvre, sinon ce sera 2020. D'accord? Donc soit on a un feu vert et on va mettre en place ces mesures, on va faire une synthèse de cette mesure, on va pouvoir répondre aux attentes de la police de l'eau pour regarder l'impact de la pollution générée par le fonctionnement de la rive droite de Moutier sur le milieu à court terme, soit on va reporter ça dans le temps et on va laisser passer début mars et on sera plus dans une situation d'étiage du milieu. Schéma directeur et zonage associé, on passe à la diapo suivante. On en vient... Oui, alors... on abordera ça après, peut-être. On a repris les aménagements et on les a listés avec une hiérarchisation. On m'a demandé d'aller relativement vite pour essayer de retrouver une solution, un fonctionnement cohérent d'un point de vue technique. Donc j'ai mis des années en face et j'ai essayé de répartir les aménagements sur 3 ans en essayant de retrouver une cohérence technique et une hiérarchisation qui soit crédible d'un point de vue organisation et atteinte d'un rétablissement de la situation à chacune des étapes d'avancée de l'aménagement. On en vient sur des images qui seront plus parlantes sur le territoire. Qu'est-ce qu'on propose de faire? Tu peux descendre encore un petit peu. Voilà. Ce qu'on propose de mettre en œuvre ici, c'est, premièrement, on a toute une antenne ici, l'antenne du quartier de la Madeleine, ici, qui récupère toute cette partie qui est déjà en séparatif
ici, qui vient se liaisonner ici, qui arrive ici dans ce qu'on appelle le déversoir d'orage du Buté. Et ce déversoir d'orage, en fait, l'ensemble de ce qui est ici en amont est déjà en séparatif. On a une toute petite partie ici qui est en unitaire, donc avec des réponses qui sont relativement faibles. On vient mélanger ça avec le dysfonctionnement de la galerie, avant d'atteindre le poste de refoulement du PR Buté et de passer le pont ici pour atteindre l'ouvrage épuratoire ici à l'aval. Ce qu'on propose, c'est de déconnecter l'arrivée de l'antenne de la Madeleine et de l'injecter directement dans le poste de refoulement, pour qu'on ne soit pas directement dilué et impacté par le dysfonctionnement qui a été identifié sur l'ensemble de la rive droite et qu'on puisse avoir une efficacité à court terme et un fonctionnement plus cohérent du poste de Buté, au moins sur la partie de la Madeleine. Ce qu'on propose également sur cette action-là, c'est de mettre en place un ouvrage de rétention des flottants, parce qu'on ne va pas pouvoir rétablir la situation à court terme dans l'année ou dans les 2 années qui viennent sur la rive droite de Moutier. Donc si vous allez, si vous voulez, je vous remontre des photos, c'est la décharge, le rejet. C'est pas que de l'assainissement. Vous avez des plastiques, des lingettes, vous avez des draps, vous avez tout ce que vous voulez qui descend et qui va à la rivière. Moi, ce que je propose, c'est qu'on ait une efficacité qualitative à court terme. Donc de mettre en place des sortes de filets, ou alors il y a plusieurs méthodologies pour avoir une efficacité qualitative, un dégrillage automatisé. Tout ça, c'est à réfléchir, à raisonner d'un point de vue faisabilité, énergie, exploitation associée. Et ce que je propose, c'est de mettre en place un dégrillage. Ce dégrillage, il pourrait être à 3 endroits, soit à la sortie de la galerie, qui est le flux principal des rejets en pollution, soit au droit du DO Buté qui permettrait d'écréter et de traiter l'ensemble du flux d'un point de vue rejet, qui soit orienté vers le PR ou orienté vers le milieu récepteur. Ça permettrait de retrouver également une cohérence sur la longévité des pompes qui sont aujourd'hui sur le poste de refoulement de Buté. Vous en avez une qui est démontée aujourd'hui, il n'y en a qu'une qui tourne, elle ne donne pas le débit nominal associé. Et on a également un rejet. Le rejet principal se fait sur le trop-plein qui est à cet endroit-là, le trop-plein du poste du poste de refoulement de Buté. Voilà. Petite action à mener à cet endroit-là. Deuxième action à mener, une colonne a été mise en place dans l'ouvrage du nouveau pont. L'idée, c'est de mettre en place à cet endroit-là, au niveau du carrefour des 4 chemins, un nouveau poste de refoulement. Ce poste de refoulement permettra en prolongeant les colonnes ici qui ont été posées, de part et d'autre du pont, de rejoindre la tête de l'avenue des Salines, Royale. Et à partir de là, de repasser dans la descente gravitaire. C'est pour ça que je vous montrais les capacités qu'on avait aujourd'hui engagées dans la campagne de mesure et le suivi de la capacité disponible qui est à cet endroit-là, avec l'ensemble de la rive gauche qui a été travaillée d'un point de vue séparatif. Mise en place d'un poste de refoulement à cet endroit-là, qui permettra d'intercepter une partie du centre de la Grande Rue, qui est aujourd'hui en rejet direct. Je vous ai laissé des couleurs volontairement derrière, pour bien montrer que tout ça c'est en rejet direct. De l'intercepter via un bâtard d'eau, de venir pomper et de remettre l'eau ici, même si on est dans un fonctionnement unitaire, vers l'avenue des Salines. Ici, d'envisager un rétablissement du fonctionnement de ce linéaire-là. On pourra en parler après si vous voulez, si on a encore un petit peu de temps. J'essaye de rester dans le calendrier qu'on m'a confié, par la mise en place de regards dédiés à l'eau usée stricte sur ce linéaire-là. On va essayer de reconvertir la galerie en ayant un radier propre, une interface eau usée qui soit décloisonnée de la galerie. Quand on sera dans la galerie, ce sera de l'eau pluviale. On ne pourra pas casser les arrivées d'eau usée parce qu'elles seront borgnes en dessous. Il y aura des regards qui seront stricts, définis en eau usée et qui permettront d'intercepter le flux d'eau usée, la sortie de l'hôpital, les antennes qui ont été mises en séparatif, le rejet dans les galeries. Ces antennes seront collectées au nouveau poste de refoulement. Enfin, on viendra liaisonner également un travail qui a été fait de mise en séparatif. Je suis sur la rue du Pain de Mai, si je ne me trompe pas, qui a été fait de mise en séparatif, mais qui aujourd'hui est relâché dans les galeries. Donc on viendrait le liaisonner sur la tête des quais de la République pour pouvoir revenir sur le nouveau PR. Ici, on intercepterait les colonnes qui auraient été remises en état. Le nouveau quai de la République, avec une nouvelle libération aujourd'hui, ne peut pas fonctionner correctement, sachant qu'il est sous contrainte aval de tout ce qui se passe sur le rejet. Et on aurait un franchissement qui permettrait de rejoindre la rive droite. Si on fait tout ça en 2019,
en ayant recruté un maître d'œuvre pour pouvoir suivre les opérations, on est déjà le 22 janvier, et je pense qu'on aura bien travaillé. On passe à 2020 ? 2020, vous avez les opérations qui sont portées en orange sur ce graphique-là. Donc ce qu'on propose, c'est d'intercepter ici, vous avez le nouveau raccordement de Saint-Marcel, de Pomblières, du secteur de Pomblières, qui va arriver sur le secteur. Ce qu'on propose, c'est de l'interconnecter ici avec la tête de ce qui a déjà été posé à cet endroit-là et qu'on vienne ici rejoindre, par les infrastructures qui ont été posées l'année précédente, le poste de refoulement. Le nouveau poste de refoulement et donc le liaisonnement à l'unité des Dorons. On propose de faire un aménagement important ici. Vous vous rappelez toutes les colonnes. Cette fois-ci, on n'est plus dans une galerie, contrairement ici où j'ai mis l'aménagement en pointillé, où on va pouvoir remettre des regards ponctuels pour refaire l'aménagement au cas le cas. Ici, on va peut-être devoir reprendre l'aménagement dans l'intégralité de la longueur. Donc on risque d'avoir à faire un travail un peu plus important, à regarder d'un point de vue faisabilité ce que ça représente avec une faisabilité un peu plus avancée. Soit on va essayer d'enterrer une des colonnes en sous-radier dans la galerie, c'est pas sûr qu'on puisse le faire d'un point de vue topographique, soit on va essayer de travailler avec des regards latéraux et un nouveau vecteur qui nous permette de ramener le déo du buté. Sachant qu'ici on sera déconnecté et qu'on ne parle plus que de cette partie-là en pollution. On va en 2020 dans l'organisation technique. Ici, on a déjà une mise en séparatif qui a été faite, qui est liaisonnée à un ouvrage qui est raccordé au radier de la galerie, donc qui aujourd'hui part à la rivière. Ce qu'on propose, c'est de mettre en place sur la partie amont une interconnexion EU qui vient de se raccorder sur la tête de cet aménagement-là et qui sera déjà raccordée au niveau du PR de butée pour faire la bascule de l'autre côté. Ici, il y a un levé topo qui a été fait. Ça, c'est pas évident à faire. Parce que c'est très tendu d'un point de vue topographique. Le réseau, ici, il est très près de la surface, le réseau existant. J'ai presque fini. On va peut-être le liaisonner, donc ça impacte ces deux actions-là. C'est pour ça qu'on les a mis sur le même calendrier. On les a liaisonnés ici pour leur accorder également au nouveau PR avec une mise en séparatif de ce secteur-là. Mise en séparatif ici, avec une question sur le passage privé-public très serré à l'intérieur de cette zone très urbanisée. Et puis l'interconnexion, j'en ai parlé, de l'interface de Moutier et Haute-Cour. Donc là, on n'est plus uniquement sur l'assainissement de Moutier, pour emmener l'ensemble de ces effluents vers quelque chose qui, cette fois-ci, se situe sur une problématique intercommunale. On y revient dans un moment. On termine. L'année d'après, si on veut terminer l'aménagement, tu peux descendre encore un petit peu, il faudra prolonger enfin pour atteindre le secteur de la mairie et que quand on tire ici la chasse d'eau, on puisse rejoindre cet aménagement et arriver dans l'unité épuratoire et non plus à la rivière. Il faudrait ici travailler sur une mise en séparatif de ce secteur-là qui est aujourd'hui en unitaire et qui permettrait de satisfaire les problématiques qui sont dans votre PLU de mise en urbanisation de la partie supérieure. Donc tout ça s'est intégré par rapport aux perspectives d'urbanisation. Et ici, on a un aménagement avec toute cette surface ici qui est en marron, qui ramène de l'impluvium sur le poste des Dorons pour uniquement quelques toilettes raccordées sur ces endroits-là. Donc on devrait le liaisonner sur une interface aujourd'hui en séparatif et déconnecter ça de l'unité épuratoire en termes d'impluvium. Voilà la stratégie technique répartie sur 3 années sans chômer. Si vous remontez sur la fin du tableau précédent, vous voyez les enveloppes financières associées à tout ça. En 2019, attention, c'est pas des enveloppes fermes de travaux. J'ai essayé d'être un peu plus pertinent sur les coûts, mais ça va forcément être influencé par la faisabilité et les projets conjoints. 2019, je suis à 360 000 €, les aménagements que je vous ai présentés en bleu. 2020, les aménagements en orange, je suis à 541 000 €. Et en 2021, pour les aménagements en vert, j'atteins presque 400 000 €. Voilà mon programme d'aménagement. Il faudrait trouver un maître d'œuvre, je pense, ou vous organiser d'un point de vue stratégie, et qu'on ait surtout une cohérence dans ces aménagements sur l'ensemble du programme, un diagnostic à la fin de ces 3 années de travaux intensifs pour vérifier qu'on atteint bien les objectifs et qu'on est bien cohérent sur ce qu'on voulait mener et ce qu'on a réussi à réaliser.
Merci beaucoup Valentin déjà de cette présentation et merci beaucoup surtout du travail qui a pu être mené dans un délai contraint et puis en dehors d'une relation contractuelle à ce stade, vous avez pris le risque, si je puis dire, de nous faire confiance et de nous accompagner face à l'urgence de la situation et de nous accompagner aussi dans les échanges qu'on a pu avoir avec les différents services pour qu'on puisse être en capacité, c'était l'objectif que nous nous étions donné, être en capacité, on avait dit à la fin de l'année, début de l'année 2019, de nous faire des propositions qui permettent d'alimenter la phase de préparation budgétaire. Et nous y sommes. Donc, merci beaucoup déjà de tout ça. On veut rentrer, vous l'avez compris, dans l'opérationnel rapidement, parce que les enjeux sont face à nous, donc il faut maintenant relever les défis. Relever les défis en engageant les investissements, rentrer dans l'opérationnel, ce qui veut dire qu'il faut effectivement qu'on se fasse accompagner. Se faire accompagner, c'est vous donner d'abord une mission dans ce cadre-là, et ça fait partie des sujets dont il faut nous préoccuper maintenant très rapidement. Et puis engager les démarches pour que, je crois, dès février, il y a des choses à mettre en œuvre. Il faut que nous puissions être au rendez-vous. Vous avez été au rendez-vous de nos attendus. Il faut maintenant qu'on soit au rendez-vous des enjeux et du défi des travaux, dans un délai qui doit être contraint, parce que il ne s'agirait pas que notre défaut d'agir vienne atteindre la dynamique qu'on a engagée par ailleurs sur notre étude urbaine, la rénovation au niveau des logements, la création de logements nouveaux, etc. Et on ne peut pas aujourd'hui freiner cette dynamique au motif que nous ne serions pas au rendez-vous des questions d'assainissement. Donc il faut maintenant aligner toutes les planètes opérationnelles pour qu'on puisse engager les travaux. Il y a évidemment un aspect budgétaire qui est colossal, sur lequel il faut que nous travaillions, Florence Noir et l'ensemble de nos services, pour mobiliser les financements d'accompagnement et aussi avoir une stratégie financière qui nous permette de mobiliser de la dette sur le budget de l'assainissement. J'insiste toujours là-dessus parce que il faut savoir segmenter aussi la manière avec laquelle on organise la dette. Mais de toute façon, on ne peut pas faire un refus d'obstacle sur ce sujet, puisque c'est vraiment maintenant l'enjeu qui se trouve devant nous. 3 ans, c'est ambitieux. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'être d'abord à la conformité, d'être aussi en réponse des engagements qu'on a pris avec d'autres, ou pour d'autres, je pense à Haute-Cour, je pense à Pomblières-Saint-Marcel, et donc ça renvoie aussi de toute la dynamique transversale qu'il faut qu'on trouve avec le syndicat de l'assainissement. Donc voilà, c'est un peu le périmètre finalement des enjeux qui sont maintenant face à nous, et sur lesquels je ne doute pas qu'on saura trouver les solutions, parce qu'on a été capable de se retrouver déjà ici quelques mois après les constats, donc on doit être capable maintenant de passer à la phase concrète. C'est en tous les cas ce que je souhaite. Et je propose aussi maintenant de profiter de la présence de Valentin pour évoquer toutes les questions qui doivent l'être d'un point de vue technique, puisque nous allons nous retrouver, vous l'avez compris, prochainement dans la phase budgétaire, où les chiffres qui sont annoncés ici, au moins s'agissant de 2019, vont se retrouver aussi devant nous. Donc le travail commence dès maintenant. Philippe. Oui, merci. Est-ce que, au niveau des réseaux existants, même s'ils sont en très mauvais état, est-ce qu'il y a suffisamment de pentes ? On nous a souvent dit que les problèmes de pente sur les réseaux étaient critiques sur Moutier. Alors, je ne suis pas technicien, mais je voudrais savoir s'il en est. Vous connaissez le territoire, la rive droite est très plate. On ne peut pas de visu dire il y a suffisamment de pente. Pour ça, on a fait faire un levé topo sur lequel le syndicat nous a suivis. La mairie a participé également. Il y a eu un levé topo qui a recouvert notamment l'ensemble du secteur descendant ici gravitaire pour vérifier qu'on soit bien sur des pentes qui soient cohérentes, descendantes de la galerie. La réponse est que les anciens ont bien travaillé. Les anciens, les très anciens, peut-être au niveau de la galerie. Parce que ce qui a été posé dans la galerie et qui aujourd'hui est en encordellement, vous savez qu'on a deux générations différentes aujourd'hui de
d'accompagnement de l'assainissement dans le volume disponible de la galerie. Une première génération qui est sur le périmètre en pointillé ici, où ces tuyaux, ils ont été posés dans le radier, et que ce radier, il a été coulé par-dessus, et qu'on est aujourd'hui, quand on se balade dans la galerie, on a un radier qui est, lui, tout à fait lisse, mais qui est un radier génie civil. On marche sur ces colonnes d'assainissement, et les problématiques sont les liaisonnements à cette infrastructure qui est inférieure. Dans cet aménagement-là, l'ensemble du patrimoine assainissement usé qui est inférieur est bien posé sur une pente cohérente et nous donne des problématiques de connexion associées à ça et d'entretien, d'exploitation d'entretien liaisonné à ça. Ici, on n'a pas de problématique de pente. On suit la pente de la galerie a été relevée, elle a bien une pente positive, régulière, faible, mais cohérente. Vous savez que dans un diamètre de 100, d'une pente extrêmement faible, on arrive à passer jusqu'à 7-8 000 habitants, si on était bien en fonctionnement séparatif. Donc on n'a pas un problème de dimensionnement de l'infrastructure ici. Ici, c'est un tout autre problème, puisque toutes les colonnes qui ont été posées font ce qu'on appelle des flashs intermédiaires avec des bouchons. Donc là, moi, je ne veux pas faire confiance à ce patrimoine qui a été posé à l'intérieur de la galerie pour retrouver une solution durable. Par contre, ce patrimoine, il a été investi, c'est des colonnes en PEHD qui ne sont pas aujourd'hui dégradées. On pourrait très bien, peut-être, les appuyer sur le radier et les recouler en reprenant que les éléments qui sont de connexion et tout le chiffrage qui a été fait, toute l'intelligence qui est à faire dans le programme d'aménagement, c'est d'essayer de ne pas vous faire doubler l'investissement, sachant qu'on a déjà des colonnes qui sont posées, on a déjà un patrimoine qui est posé, on peut peut-être l'utiliser pour essayer de retrouver une pente cohérente, stable, garantie dans le temps, et sur lequel on fait bien une distinction entre la connexion EU, la connexion EP, mais également un rétablissement des capacités d'évacuation du temps de pluie pour les occurrences rares. Parce qu'aujourd'hui, je vous avais montré, je ne sais pas si vous en rappelez, cette galerie, elle est sollicitée jusqu'au toit, elle monte en charge. Et aujourd'hui, tout ce qui a été déposé en assainissement dans cet ouvrage-là obstrue l'écoulement des eaux pluviales et l'évacuation du Biolay et nous contraint sur le risque d'évacuation des eaux pluviales de l'ensemble du centre-ville et abaisse l'occurrence vis-à-vis du risque d'inondation de l'impluvium in situ. Je ne parle pas du risque d'inondation de débordement par l'Isère, je parle bien d'un orage, d'une cellule orageuse importante qui viendrait pousser le Biolay d'un point de vue de débit fort, qui viendrait s'asseoir sur l'ensemble des surfaces imperméabilisées qui sont ici, répondre en débit et qui ne pourrait plus passer dans cette, sachant qu'on est complètement obstrué. Donc l'idée, c'est de retrouver une cohérence sur cet aménagement-là et le décloisonnement ici entre ces deux PR nous permet peut-être d'envisager une seule infrastructure à la place de deux en mutualisant ce qui a déjà été investi et en travaillant sur une cohérence de fonctionnement et en intégrant les pentes d'écoulement. De rien. Alors, moi j'insiste sur le fait qu'il faille réaliser un schéma directeur et le faire approuver. Schéma directeur qui nous permettra, au niveau du syndicat, de comprendre ce qui se passe dans les réseaux des communes qui envoient des effluents vers la station. Donc on doit le faire à Moutier. On a demandé à Haute-Cour de le faire et on a demandé à Saint-Marcel, qui n'est toujours pas dans le syndicat mais qui a fait sa demande d'adhérer, d'également le faire. Parce que, la station d'épuration a une capacité épuratoire qui est à bout, notamment au mois de février, c'est-à-dire au moment où on accueille le plus de touristes, et qu'il faut qu'on puisse anticiper, là aussi, les nouvelles arrivées d'effluents. Et si les travaux de Moutier nous font encore plus dépasser le bypass qu'on est contraint de faire au mois de février, sans doute que la police de l'eau exigera là aussi de nouveaux
travaux. Bon, tout ça pour vous dire que effectivement, il y a un bout de la chaîne qui doit se mettre aux normes, et il y a l'autre bout de la chaîne qui a déjà réalisé beaucoup de travaux. Vous le savez, le syndicat des Deux Ronds est en train de réaliser des gros travaux. Outre la route qui a été protégée des chutes de blocs pour des marchés un peu moins inférieurs de 500 000 €. Outre ces travaux-là, cette année, on a investi un peu plus de 800 000 € de travaux pour la désodorisation et des travaux électriques. Donc là aussi, il va falloir anticiper, séquencer et travailler avec la police de l'eau pour éviter, là aussi, les bypass trop réguliers. C'est une excellente remarque. Sachant que, vous voyez que moi, je n'ai pas encore beaucoup parlé de la station d'épuration au syndicat, parce que c'est une phase qui arrive après tout ça. Quand on y voit clair sur chacune des collectivités, on peut consolider ce qu'on appelle le débit nominal d'entrée de l'ouvrage épuratoire, actuel et futur, et à partir de là, on peut regarder si on a la bonne adéquation avec l'ouvrage épuratoire. Avant, on ne sait pas de quoi on parle. Ici, certains ont travaillé, je pense à Haute-Cour. On a un point de comptage à la sortie d'Haute-Cour. Il y a tout un travail qui a été fait. Il y a une réunion qui a été faite dans ces locaux, il y a encore pas longtemps. Tu étais là, Noir. On a expliqué la situation de Haute-Cour qui a été comprise. Oui, il y a également des problématiques de branchement. Il y a des eaux parasites à Haute-Cour. Il y a des choses à régler également. On a expliqué la situation. On n'est pas capable de faire le même constat aujourd'hui sur Pomblières. Donc Pomblières a demandé très récemment de réaliser de la même manière une campagne de mesure avec des enregistrements, un suivi et une identification de l'hydrogramme qui sera envoyé ici dans son intérêt de savoir ce qu'elle va générer et ce qu'elle va envoyer vers le syndicat et ce qu'elle va payer, forcément, mais également dans l'intérêt du syndicat de pouvoir se structurer et d'envisager les aménagements qui sont adéquats pour le transférer jusqu'à l'unité épuratoire et le traiter correctement. Bernard. Oui, donc moi je voulais revenir sur plusieurs aspects. D'une part, bon déjà, j'ai cru comprendre que vous attendiez un feu vert pour quelque chose qu'il fallait faire très rapidement, c'est-à-dire en février 2019. Donc est-ce que ce feu vert a été donné ou est-ce que c'est ce soir qu'il peut être décidé de le donner ? Parce qu'en fait, il ne faut pas attendre le budget pour que ces prélèvements soient faits. Alors, tout à l'heure, j'avais souri quand vous avez dit que l'agence de l'eau avait considéré... enfin, pardon, pas l'agence de l'eau, la police de l'eau avait considéré comme bien, mais il faut faire des mesures pour savoir effectivement quels dégâts on cause à l'environnement. Bon, je pense que c'est pas bien, c'est plutôt pas bien, pas bien, mais mesurons de quel est le volume du pas bien et quel est le qualitatif, le non qualitatif du pas bien. Donc ça effectivement, je pense je pense que c'est important peut-être que ce soir il y ait une décision qui soit prise pour que les choses avancent dès février, qu'on n'attende pas l'année 2020 pour cet aspect-là des choses. C'est un peu le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, en vous prenant à témoin et en disant qu'il fallait qu'on avance, quoi. Voilà. Donc là-dessus, tout à fait d'accord. Alors également, je voulais savoir. Parce que excusez-moi, j'étais pas là à la présentation que vous aviez faite pendant l'été au conseil municipal. Il y avait eu ici dans cette salle un plan assainissement. On avait tous cru que c'était le schéma directeur. Apparemment, ça n'en était pas un. Ce plan assainissement prévoyait un programme de travaux. Est-ce que vous pouvez synthétiquement nous dire si ce que vous proposez aujourd'hui, c'est en fait quelque chose qui ressemble, en le complétant au programme de travaux de l'époque, ou est-ce que c'est complètement différent ? Et si c'est complètement différent, quid de ce qui s'est passé antérieurement ? Parce que là, il y a quand même effectivement peut-être des questions à se poser, à la fois politiques et techniques, sur qui a fait quoi dans l'entrefaite. Ensuite, autre question. Le pont Mézel, qui vient d'être reconstruit pour nous protéger des risques d'inondation pour les crues de l'Isère, on a compris lors de l'inauguration du pont
in extremis, des travaux complémentaires avaient été prévus pour rajouter un collecteur d'eau usée qui n'était pas prévu initialement. Donc, je voudrais savoir, simplement pour mon information personnelle, à qui on doit remercier dans cette initiative quand même salutaire d'avoir pensé in extremis, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué d'ailleurs, de rajouter ce collecteur dans la traversée de l'Isère au niveau du pont Mézel. Et puis enfin, j'ai encore 2 autres petits sujets. Est-ce qu'on a des risques contentieux ou pas par rapport à la situation telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle a été mise à jour, et on peut vous en remercier, monsieur le maire, d'avoir mis ça à jour, parce qu'effectivement, on ne le savait pas. Est-ce qu'il y a des risques contentieux ou pas? Et puis, dernier sujet, de quelle manière pensez-vous, dans les semaines à venir, par rapport à cette question, mais ça rejoint d'autres aussi, associer tous les élus qui le souhaitent? Alors, je ne sais pas si c'est la commission des travaux ou d'autres qui sont concernés, mais comme la commission des travaux ne se réunit plus, je ne sais pas quelle commission peut être susceptible de permettre aux élus de tout groupe d'être associés à ce travail qui est vital quand même dans l'intérêt de notre ville. Parce que je ne pense pas que ce soit le maire tout seul ou le président du syndicat des orons tout seul qui doit porter cela, et je ne pense pas d'ailleurs qu'il le souhaite, parce que ce serait une trop lourde charge pour eux de porter ça tout seul. Alors, avant de laisser Valentin vous répondre complètement, deux ou trois petits éléments. Le premier, concernant l'histoire. L'histoire, les choses sont assez simples. Il y a eu en 2007 une démarche, une initiative visant à schéma général d'assainissement, schéma directeur, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est la même chose, je crois, à schéma d'assainissement. Mais pour que la procédure soit aboutie, elle est notamment conclue par une enquête. Et en réalité, la première partie du chemin a été menée. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez eu mémoire, ce qu'on a découvert après coup, nous d'ailleurs, vous avez eu mémoire d'avoir vu des choses ici, parce que effectivement la première partie a été menée. Mais elle n'a pas été prolongée. Voilà. Donc, excusez-moi. Je ne parle pas de 2007 du tout. Moi, je n'étais pas élu en 2007. Je parle de ce qui a été voté ici. C'était, je ne sais plus, c'était en 2011 ou 2012. Ça concernait en fait un plan de travaux. Alors, en 2007, il y avait déjà un plan. Moi, 2012, je n'ai pas d'éléments de 2012. Par contre, dans ces années-là. En 2007, vous avez eu ici la première partie du chemin visant à réaliser un schéma d'assainissement, associé d'ailleurs avec un plan de travaux, et après peut-être qu'il y a eu des choses derrière, mais ça je ne sais pas. En tous les cas, ça c'est ce qui a été mené et qui ensuite a été arrêté. Voilà. Et le plan de travaux, il y a eu quelques bricoles qui ont été, quelques bricoles. Il y a des choses qui ont été réalisées. Je pense notamment à l'avenue des Salines. C'était dans ce cadre-là. C'est pour ça que je me reprends en disant bricole, parce que c'était comme malgré tout un chantier. Mais en tous les cas, le plan de travaux tel qu'il avait été identifié et qu'on retrouve d'ailleurs en partie ici ce soir, n'a pas été mené à l'époque. Voilà. Ça, c'est le premier élément que je souhaitais apporter. S'agissant des pénalités ou des contentieux que vous évoquez, il y a 2 risques qui pesaient. Il y a un premier risque réel que je pense avoir éteint, qui était la police de l'environnement et l'agence de biodiversité qui pouvaient nous tomber sur le nez. Et ceux-là, on les a... j'ai envie de dire éteint, par la transparence qu'on a mis dans cette affaire. Voilà. Et en inversant la charge de la preuve et en leur indiquant que finalement, ils ne pouvaient pas venir aujourd'hui nous incriminer parce que s'ils s'étaient intéressés d'un peu plus près à la question, ils auraient vu que. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a encapsulé le risque, ce risque-là qui était un risque réel. Et la visite qu'on a eue ici de monsieur le préfet, je ne sais plus quand, dans l'été, en août je crois, a permis vraiment d'avoir un échange direct qui ensuite a permis de manière gravitaire dans les services de l'État de faire passer aussi les messages. Il y avait un autre risque qui existait,
il était moins avéré, mais enfin, un risque, plus un problème qu'un risque, c'est que les abonnés qui paient viennent vers nous en disant « mais qu'en est-il et remboursez-moi ». Bon. Alors, c'est un risque qui a prospéré un peu, il y a eu un peu de courrier, mais finalement pas en quantité. Et dès les premiers courriers, la doctrine de réponse a toujours été la même. Vous avez payé pour un service d'ensemble, pas pour la garantie que votre tuyau est raccordé. Premier élément de la réponse. Deuxième élément de la réponse, et donc vous ne serez pas remboursé, parce que vous avez contribué à un service, et pas au tuyau qui est devant chez vous. Et deuxième partie de la réponse, on ne remboursera pas et on n'arrêtera pas non plus de vous faire payer maintenant, puisqu'on va rentrer dans la phase où le service va devoir réaliser des investissements qui sont colossaux et où tout l'effort collectif va être nécessaire, voire même renforcé, puisqu'on va avoir besoin de financement de manière conséquente. Voilà. Deuxième élément que je souhaitais apporter dans ce première partie de réponse. Et dernier élément, s'agissant de la manière avec laquelle on va suivre ce qui va se mettre en œuvre, c'est bien sûr une commission de travaux, quand même elle peut avoir des aléas dans sa programmation, et comme on a eu l'occasion de le pratiquer à quelques reprises, je vous propose ça ce soir, c'est qu'on puisse en cours d'année avoir des rencontres finance-travaux, parce qu'on a vu que ça marchait bien finalement, plutôt que de faire une première réunion où on est 3, une deuxième réunion où on est 3, eh ben on fait une réunion où on est 6 ou 10, et qui permettent d'évoquer les sujets tous ensemble. Et quand bien même ça dure un petit peu plus, ça dure jamais plus que les deux bout à bout. Voilà le principe que je vous propose ce soir. Et je laisse naturellement Valentin, qui a tout noté scrupuleusement, répondre aux éléments de questions. Alors en complément, j'apporterai donc le premier point, c'était sur les mesures de qualité. Doit-on s'engager maintenant tout de suite sur les mesures de qualité? Oui, c'est pas bien de suivre ce qui est bien, c'est bien de suivre ce qui est pas bien et d'en avoir la quantité. J'en suis bien d'accord. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que ne rêvez pas trop avec la campagne de mesures que je propose, même si on va voir que la charge n'est pas trop impactante du rejet. Eh ben, elle sera sûrement faussée dans la mesure même, parce que tout ça sédimente dans la galerie et c'est des effets de chasse sur du ruissellement. Donc c'est là-dessus que j'insiste. Il faut répondre à cette attente réglementaire. Il faut faire cette mesure-là. Faisons-la à court terme. On a un bordereau des prix avec des mesures qui sont cadrées dans le cadre de du marché qui lie le groupement, qui contient un mesureur qui s'appelle PMH, qui a fait la visite de la galerie et qui a des prix qui sont engagés auprès du syndicat. Donc on sait déjà sur quel pied on danse de ce côté-là. Et moi j'ai proposé un petit forfait complémentaire pour encadrer cette campagne de mesure et faire une restitution des éléments qualitatifs associés. Voilà. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de travailler avec moi, vous travaillez avec qui bon vous semble, ça ne me dérange nullement. Le deuxième point, c'était par rapport aux travaux du schéma. Les travaux qui sont mentionnés dans le schéma à l'époque, donc on parle bien d'un schéma qui a été remis en 2008 par le cabinet Cercle. Vous avez ce schéma-là en 2008, avec notamment des annexes. Et une des annexes, c'est, vous la connaissez peut-être, c'est l'approbation par le Conseil du programme de travaux qui est au schéma. Ce programme, ouvrons-le, regardons. Non, là je vous réponds tout de suite, c'est pas du tout un copier-coller que j'ai fait du schéma, ça n'a rien à voir. Et par contre, heureusement que certaines actions qui étaient engagées dans ce programme d'aménagement ont été réalisées, parce qu'on s'en sert aujourd'hui, notamment la mise en séparatif de l'avenue des Céline Royal, qui était portée au schéma, qui a été réalisée entre-temps et qui nous permet aujourd'hui de retrouver un fonctionnement cohérent par rapport à tout ça. Mais il y a également plein d'autres actions qui n'ont pas été réalisées, ou alors réalisées là toute dernièrement, la mise en séparatif du quai de la République, qui est portée au schéma. Vous avez une page qui est la page 40 du schéma, qui regroupe en un tableau toutes les actions qui sont listées dans ce schéma de 2008. Donc c'est relativement simple à lire. Et il y a une dernière ligne qui représente, elle fait mal aux yeux, 3 800 000 € en 2008 pour la mise en séparatif des réseaux unitaires globalement sur le secteur centre-ville de Moutier. Bon, voilà. Moi, ici, c'est des plans, des actions qui sont listées précises
sur le schéma et des éléments qui sont très précis sur la dépense engagée et l'efficacité attendue sur le nombre d'abonnés associés, la DCO qu'on va pouvoir ramener à l'ouvrage opératoire, etc. Ce que je pense, c'est que... La différence, c'est qu'il y a des choses qui étaient prévues dans le schéma que vous n'avez pas prévues. Vous, il y a des choses que vous n'avez pas prévues. Ce que vous venez de dire, là, les 3 millions d'euros pour le séparatif centre-ville, vous ne l'avez pas prévu. Alors, je ne dis pas que je ne l'ai pas prévu. Ici, dans les actions qui sont futures, on va mettre en séparatif ces quartiers-là. Ce que je veux dire, c'est que dans mon diagnostic de fonctionnement d'origine, qui pointe la défaillance de réseaux déjà investis, normalement déjà mis en œuvre sur le secteur de la Madeleine, montre que c'est défaillant aujourd'hui et qu'il ne faut pas commencer par mettre du séparatif un petit peu partout. Il faut retrouver une cohérence de fonctionnement à court terme sur des gens qui sont déjà mis en séparatif, normalement raccordés à l'ouvrage épuratoire, qui ne fonctionnent pas, qui étaient intégrés dans le schéma de 2008 en disant ça fonctionne, on fait de la mise en séparatif en complément, on va compléter, on va trouver une action associée. Non, là on repart plutôt d'un vrai diagnostic actualisé 2018. Les défaillances sont ici. Mettre 3,48 de l'exutoire rapport R8 de la galerie, on a une défaillance, le réseau est cassé. Ça ne passera pas. Si on fait une mise en séparatif en amont, ça ne sert à rien. Voilà. Vous avez fait la mise en séparatif, vous avez fait la mise en séparatif de la rue du Pain de Mai, ça ne sert à rien aujourd'hui. Voilà. L'efficacité, 0. Aujourd'hui, c'est tout à la rivière. Donc, moi, je ne souhaite pas travailler comme ça. Et si j'ai mis un peu de temps à vous répondre sur la hiérarchisation des aménagements techniques, c'est qu'il faut qu'en 2019, les actions qui sont portées aient une efficacité immédiate et que celles qui sont engagées en 2020 se servent des actions de 2019 pour essayer de retrouver une logique, une cohérence et retrouver quelque chose qui soit, à terme, efficient sur la rive droite. Ça, c'était pour les travaux. La question numéro 3, c'était le pont. Le pont, à bon sang, comment on a réussi à mettre au dernier moment une colonne dans le pont qui a été fait, et là on arrive à s'en servir, et heureusement qu'elle a été posée. Ben oui, on a un peu travaillé rapidement pour ça, et moi j'avais pas encore le programme d'aménagement qu'on me demandait déjà des idées de rétablissement. Valentin, comment tu vas faire? Oui, mais j'ai pas encore une idée de l'ampleur du problème qu'il faut déjà penser. Et il y a des moments où il faut réussir à chahuter un petit peu la réflexion. Donc oui, j'y suis pas pour rien, s'il y a une colonne dans le pont, mais je suis pas le seul. Il y a notamment Henri Perrier qui a travaillé là-dessus, parce que au moment où j'ai mis à jour l'ensemble du schéma de cartographie, parce qu'on n'avait pas tout ça à jour, on a appris le patrimoine, on a pas mal échangé sur le sujet, et il y a eu de la collaboration pour essayer d'avoir la bonne idée au bon moment, peut-être, en espérant qu'on s'en serve. Attention, ce que je veux dire, c'est que il y a des actions, on a été très vite dans la présentation, mais on peut très bien imaginer retrouver une vraie efficience sur ce secteur-là, et si on a toujours dans les quais de la République une vraie problématique quantitative, ou alors des flux qui sont trop importants demain sur Pomblières qui vont arriver là, pouvoir se servir d'une double antenne et répartir les flux pour arriver quand même sur ce secteur-là avec un minimum de travaux et en utilisant les ouvrages qui sont déjà investis. La quatrième, c'est le risque de contentieux. Alors ça, moi je vais un peu plus loin, c'est que, je vous en ai déjà parlé, c'est qu'on aurait passé la frontière de l'Ain, on serait déjà en mise en demeure de réaliser le programme d'aménagement. On n'en serait pas à dire, tiens, il faut voter le programme d'aménagement. Non, c'est le préfet qui aurait pris les choses en main, il dit, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Alors que moi, j'ai échangé avec la police de l'eau en disant, mais comment ça se fait que le département d'à côté, on nous met en demeure pour 3 fois rien, et que là, sur Moutier, on fait une réunion très sympa, on dit, bon, ok, on a vu que vous aviez compris, que vous aviez réfléchi, que vous aviez quelqu'un qui raisonnait le programme d'aménagement, que vous y alliez, ok, gardez votre élan, on vous suit, on vous demande un suivi de l'impact milieu, mais on ne met pas en demeure. La réponse a été, c'est aujourd'hui il n'y a pas de plainte en face. Il y aurait une plainte sur le milieu, d'aspect qualitatif, il y aurait mise en demeure immédiate. Voilà ce que j'ai compris. Donc, mais toutes les polices de l'eau et tous les interlocuteurs ne sont pas les mêmes et n'ont pas la même interprétation. Voilà. Peu importe, mise en demeure ou pas, il faut agir, il faut trouver un rétablissement du fonctionnement. La dernière question, c'est comment on travaille.
au niveau des élus, la représentativité. Alors, vous y avez répondu d'un point de vue organisation des élus. Moi, je voulais juste dire, attention, les gens qui vont travailler là-dessus, il faut des gens qui soient performants. Pourquoi ? Parce qu'on a un poste de refoulement qu'on va poser en secteur piéton. Je vous parle d'un poste de refoulement d'assainissement. Et dis donc, si elle se met à sentir mauvais au 4 chemins, je pense que ça ne va pas plaire à grand monde. Il faut qu'on ait un programme d'aménagement qui soit, et il ne fait pas 18 millions de programme d'investissement. Pourtant, on est sur des secteurs centre-ville. Il a essayé d'intégrer des problématiques novatrices, des idées novatrices de rétablissement de l'aménagement, avec une réutilisation d'une fraction du patrimoine dans des problématiques confinées pour réaliser les aménagements. C'est loin d'être simple. Donc oui, il vous faut trouver quelqu'un qui travaille bien dans cette logique-là et en cohérence sur tout le programme d'aménagement, peu importe qui c'est, mais il vous faut quelqu'un qui soit capable de faire déjà des études cohérentes sur ce qui est attendu, des propositions qui soient adaptées et dans le calendrier qui est souhaité, parce que c'est très facile de faire ça sur 50 ans, de repousser les échéances. L'idée, c'est marqué sur 3 ans, c'est qu'il faut qu'on atteigne un objectif à court terme. Donc voilà, moi je voulais insister sur le fait qu'il faut, je pense, avoir de la performance pour pouvoir mener à bien les actions qui sont identifiées et le calendrier qui est demandé. Merci Valentin. Jackie ? Une question par rapport à Salins. On a parlé d'autres cours, on a parlé de Saint-Marcel. Salins, qu'est-ce que par rapport à nous, ils en sont où ? Alors on peut parler de tout le syndicat. L'idée, moi je me suis concentré sur Moutier, mais j'ai des points de mesure sur Salins, j'ai des points de mesure sur Villars-Lurin, j'ai des points de mesure sur Bride, j'ai des points de mesure un peu plus loin. Salins, alors on n'est pas sur mon poste, sinon je vous aurais montré la carte de Salins. Salins se sert de votre assainissement. Vous avez un tronçon conjoint sur Salins qui est ici au sud de ce périmètre-là, où on a un rejet. Voilà, où on a un rejet dans l'infrastructure unitaire. On a enregistré des débits à l'aval de ce secteur-là. Ça se passe bien sur ces infrastructures d'un point de vue rejet en assainissement. Donc, c'est pas un endroit où on a des contraintes ou des infrastructures d'aménagement importantes à faire. Salins a mis en place un schéma directeur qui vient juste déterminer qu'il y a une liste d'actions de rétablissement, comme vous, il est consultable. Il l'a voté, il y a un zonage, maintenant c'est Salins-Fontaine. Fontaine vient de remettre le schéma directeur, il n'est pas encore voté, que j'ai déjà récupéré les éléments pour le présenter le 1er février auprès du syndicat. Donc il y a tout un programme d'aménagement qui concerne Salins, avec des mises en séparatif, avec des tests à la fumée, avec du rétablissement de fonctionnement. On a notamment, si vous voulez qu'on parle un peu de Salins, de l'amiante ciment, sur lequel personne ne veut agir, dans la galerie qui sort des thermes, qui pose problème, avec des problématiques de réparation à faire sur ces endroits-là. On connaît bien les problématiques associées à ça, c'est identifié, il y a un programme de travaux, ce qu'on demande ici, mais la problématique n'est pas comme celle de la rive droite à Moutier. C'est pas ça dont on parle. Il y a une étude, il y a un programme d'aménagement, il y a des actions à mettre en œuvre, ont-elles été faites, sont-elles en cours, quelle hiérarchisation, c'est tout le travail qu'on est en train de faire au niveau du syndicat sur le programme d'aménagement général du bassin de collecte de l'unité épuratoire du bassin des Dorons, voilà, pour prioriser ces aménagements-là et les hiérarchiser. Merci. Philippe et Daniel. Oui, très rapidement, une question technique. Est-ce que sur certains endroits où on a des casses, le passage d'un hydrocureur peut, dans certains cas, avoir occasionné des casses sur des branches ? Vous parlez des infrastructures dans la galerie, oui, principalement, ce qui est défaillant, bien évidemment. Aujourd'hui, on me demandait encore sur les techniques, faut-il curer, Valentin ? Faut-il que j'envoie une hydrocureuse ? C'est bouché, ça n'arrive pas au PR. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si tu vas curer, il y a un flash, 3 semaines après, c'est bouché, 4 semaines après, il faut recommencer, le lendemain, c'est bouché, il faut recommencer. Le problème, c'est le patrimoine. C'est la conception. Le problème, c'est pas le curage. Bien sûr, il n'est pas posé, il n'est pas scellé, ce patrimoine. Donc, faire de l'exploitation sur un patrimoine qui n'est pas cohérent est une dépense importante, inutile et non durable. Donc, ce qui est important, c'est de retrouver un patrimoine cohérent
Et c'est pour ça que les réflexions ici qui sont sur la partie aval sont loin d'être neutres à mener pour avoir un fonctionnement cohérent. Daniel ? Oui, donc aux 4 chemins, là, donc il y a un poste de refoulement. Donc il y a qu'un décrieur aussi. Dans le projet. Dans le projet. Vous parlez du projet. Oui, du projet. Oui. Mais donc ça va être encombrant et puis après il y aura les interventions d'entretien. Comment ça va se passer ? Comment ça va se passer? C'est une très bonne question. On va essayer de mixer ça, mais avec le maître d'œuvre. On n'en est pas là. On n'a pas fait le projet du poste de refoulement. Le poste de refoulement, si on peut le décloisonner, le mettre un petit peu sur les quais, avec un accès un peu déporté par rapport aux rues piétonnes, ce serait super, mais sauf qu'il y a plein de problématiques de croisement pour aller chercher les réseaux, et là il faut avoir tout ça en 3D pour pouvoir le croiser et éviter de se mettre dans les rues piétonnes. Je vous donne des idées de fonctionnement associé. Il existe également des postes de refoulement qui ont une fosse sous-jacente et en fait des pompes qui ne sont pas en charge, qui travaillent par aspiration, et qui permettent d'avoir un fonctionnement aujourd'hui qui est très novateur sur le sujet. Donc on n'a pas encore défini le process. Moi j'ai des idées, je ne compte pas les imposer. Le débat sera complètement ouvert avec le maître d'œuvre et c'est là où il faut avoir une bonne intelligence ajoutée pour trouver l'opération qui soit l'idéal en exploitation, en occupation de l'espace, en encombrement visuel, en minimum de pollution olfactive visuelle, tout ce que vous voulez, et quelque chose qui soit durable dans le fonctionnement. Oui, oui. On fait des choses aussi dans des espaces très contraignants. Je sors de l'aéroport de Paris là, avec des choses très complexes à réaliser et ça se fait. Donc pourquoi pas ici aussi? Je sais pas. À regarder. C'est bien, ça nous met des défis. Très bien, merci Valentin, merci à tous pour vos contributions. Je vous propose il n'y a pas de vote associé, je vous propose qu'on prenne acte d'abord du travail de Valentin en le remerciant collectivement, en orientant nos décisions pour qu'il puisse nous accompagner en qualité d'assistance à maîtrise d'ouvrage, que l'on puisse engager, comme on l'a dit de manière implicite, ce qui est à engager dès le mois de février, et qu'on se retrouve autour de cette table pour la suite à donner, notamment à l'occasion du budget 2019 et la part assainissement. Et commission de travaux, commission de finances, ce qui me semble être la bonne articulation sur des projets d'ampleur comme celui-là. Est-ce que je considère que c'est un quitus de toute l'Assemblée? Bernard. Excusez-moi, c'est juste par rapport au mode opératoire avec les élus. Commission des travaux, commission des finances, ça c'est bien, c'est un format qui va bien pour préparer le budget. Moi je voyais au-delà de cela la question du suivi. Du suivi de ces choses-là. C'est la commission des travaux et comme on a commencé à en parler déjà un peu, on a autour de la table un spécialiste de ces questions-là, avec Michel Mermin, qui aura un œil aussi très vigilant sur la manière avec laquelle on va suivre ces investissements. Monsieur le maire, vous n'ignorez pas que la commission des travaux, elle se voit plus. Enfin, non mais je viens de vous dire qu'elle allait se réunir et je viens de vous dire que sur le sujet... Est-ce qu'il y a un problème avec le président de la commission des travaux ou pas? Non, il est excusé ce soir parce que l'entreprise à laquelle il appartient prépare un événement majeur pour demain, mais il n'y a pas de problème. Et vous pensez que ça va donc changer ça? Je vous dis que la commission va se réunir, je vous dis que c'est la commission qui va suivre ce chantier, et je vous dis aussi qu'il y aura un pilote qui connaît bien le sujet. Voilà. Je retiens donc que c'est un quitus. Je remercie Valentin, qui peut rester avec nous, mais on comprend aussi qu'il a envie d'être libéré sur sa soirée. Merci à tous. Philippe, est-ce que tu es porteur de pouvoir? Voilà. Je les ajoute donc aux pouvoirs qui ont déjà été indiqués. Stéphane Pavier-Germanos qui donne pouvoir à Philippe Nivelle et Floriane Capellaro qui donne pouvoir à Daniel Gauthier. Sur le PV de notre précédente réunion, à savoir le 20 décembre dernier, est-ce qu'il y avait des remarques? Ou Bernard, oui. Voyons. Alors, on est un peu ennuyé par rapport à ce procès-verbal, parce que, comme je l'avais signalé, au moment du vote concernant le sujet du stationnement, il n'y a eu qu'un seul vote. Donc, je voudrais que vous me précisiez si le vote unique qui a eu lieu, il concernait le rapport intégral tel qu'il était présenté ce jour-là,
à savoir à la fois le principe et les tarifs, ou est-ce que ça c'était un vote sur un seul des deux sujets ? Alors, j'avais dissocié les deux sujets, mais on avait fait un vote en bloc. Donc, si vous voulez qu'on adapte le compte-rendu, pour être juste de ce que j'avais dit à l'époque, c'est que j'avais sollicité les votes sur un vote en bloc, donc de tout le rapport. Du coup, il n'y a pas deux délibérations, il n'y en a qu'une. Hein. Bah, si vous voulez, il n'y a qu'une délibération, oui. Le problème, c'est que le procès-verbal, il fait deux délibérations. Bah, c'est ce qu'on a. Bah, en fait, si vous voulez, j'ai présenté les choses de manière dissociée, on a voté en bloc. Donc, si vous voulez que ce soit qu'une seule délibération, ça sera qu'une seule délibération. On déconnectera plus tard. Ça me pose pas de problème qu'on déconnecte plus tard. Ça veut dire que vos votes auraient été sans doute donc différents sur les deux délibérations. On n'en sait rien, on l'a pas testé. Et comme on ne va pas le retester ce soir, je vous propose qu'on considère que c'était un vote en bloc sur la totalité du rapport. D'autres remarques, Bernard ? Oui, donc ça modifie le PV. Donc évidemment, on adapte le PV en conséquence, naturellement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Pas spécialement. Je propose donc qu'il soit approuvé en l'état et adapté comme on vient de se le dire. Et qui sont nos secrétaires de séance ce soir ? Bernard et Frédéric Quéru. Très bien. Et Michel Mermin, alors ? Il est volontaire, c'est très bien. Michel Mermin. S'agissant des décisions à l'article 21-22, une décision du 18 décembre concernant une convention de mise à disposition de locaux passée avec l'AACM pour l'activité déchiffrée des lettres au 137 rue des Casernes. Le 10 janvier dernier, un acte constitutif d'une régie générale de recettes concernant la vente des forfaits de ski, dont je vous informe au passage qu'on a un très bon résultat, puisqu'on est aujourd'hui à 149 forfaits vendus au bénéfice de 89 bénéficiaires, ce qui veut dire qu'en plus il y a une bonne répartition. Et nous avons signé ce soir officiellement cette convention qui nous lie à la Société des Trois-Vallées, ce qui nous a donné l'occasion de redire devant la presse tout le bien qu'on pense de ce sujet. Et enfin, le 15 janvier dernier, un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 500 000 € dans le cadre du financement des travaux de la salle des fêtes et conformément aux décisions qui ont été les vôtres sur les principes. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions ? Pas spécialement, je vous remercie. Le premier point de l'ordre du jour a été abordé. On en passe donc directement au deuxième sujet, qui est un sujet connu déjà, puisqu'il concerne la nouvelle installation du conseil communautaire. Je dois dire d'ailleurs qu'on rajoute un point supplémentaire. Je manque à tous mes devoirs concernant l'hôpital, un point que Bernard a souhaité que nous puissions évoquer de nouveau après le point 7. Voilà. Donc sur la répartition des sièges au conseil communautaire. Pour rappeler l'histoire, si quelqu'un n'a pas ouvert le journal ces derniers mois, le maire de Salins-Fontaine a démissionné. Sa décision a été acceptée par le préfet, ce qui a entraîné l'obligation d'une élection pour le conseil municipal de Salins-Fontaine, renouvellement intégral, et une nouvelle répartition des sièges au sein de la communauté de communes. Alors, par le truchement de dispositifs très complexes, nous sommes obligés de modifier la répartition des sièges au conseil communautaire. Nous sommes aujourd'hui 30 élus. Le conseil communautaire, après le bureau d'ailleurs, se sont penchés sur cette question-là et ont validé une répartition qui vous est proposée ici ce soir, qui est une proposition parmi les 22 que nous avons étudiées et qui propose de passer sur un accord local, c'est-à-dire pas la répartition de droits. La répartition de droits aurait été à 24 sièges et la proposition qui est faite ce soir permet de passer à 27 sièges. Alors avec un certain nombre de principes qui ont prévalu à cet accord, le premier étant de limiter au maximum les mouvements, puisque je vous rappelle que nous sommes à 14 mois seulement du renouvellement général de nos assemblées. Un deuxième point qui a été de
conserver une équité de sièges entre la commune de Moutier et la commune des Bellevilles, et une troisième disposition de principe qui a été de dire il faut que les communes puissent maintenir un équilibre le plus important autour de la table du conseil communautaire. Et nous arrivons donc à une proposition qui est celle qui vous est soumise ce soir, avec 10 sièges pour Moutier, 10 sièges pour les Bellevilles, 3 sièges pour Salins-Fontaine, 2 sièges pour Saint-Marcel, 1 pour Haute-Cour et 1 pour Notre-Dame-du-Pré. Pour être complet, je dois vous dire que dans toutes les hypothèses, les communes de Haute-Cour et Notre-Dame-du-Pré se voyaient limitées à un seul siège, ce qui leur donne d'ailleurs accès à un suppléant. Maigre consolation. De la même manière que toutes les hypothèses considéraient que Moutier devait être la commune qui avait le plus de sièges. Et nous en arrivons donc à un principe, là, avec celui qui est proposé, où Moutier est la seule commune qui gagne des sièges, puisque nous passons de 8 à 10. Toutes les autres en perdent, à l'exception de Saint-Marcel, qui reste à l'équilibre avec 2 sièges. Voilà les grands principes et voilà la répartition telle qu'elle est proposée et telle qu'elle est projetée à l'écran à l'instant. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet, en sachant que nous sommes aujourd'hui sur les principes et que viendra le temps de l'élection des représentants avant l'installation du conseil communautaire renouvelé, ce qui devrait se produire sans doute, d'après nos estimations, à la fin du mois de février ou au tout début du mois de mars. Bernard, qui ne découvre pas le sujet, puisqu'il a participé au débat à la conseil communautaire. Je le découvre. Effectivement, je ne le découvre pas, mais bon, peut-être qu'un certain nombre de personnes autour de la table le découvrent. Donc, effectivement, les débats sont quand même utiles sur un sujet comme celui-là. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit en conseil communautaire, je suis quand même très étonné que le législateur n'ait pas prévu ce cas de figure, puisqu'en fait, finalement, la situation est assez paradoxale. C'est qu'indépendamment du problème du nombre, il y a aussi le problème du mode électif qui nous est proposé par la préfecture. J'imagine qu'il n'y a pas d'autre avis que celui de la préfecture, mais il pourrait y en avoir. À savoir que c'est par délibération du conseil municipal que les modifications de sièges vont être décidées. Au niveau des personnes qui vont être mandatées pour siéger au niveau du conseil communautaire. Autrement dit, par exemple, pour ce qui est des Bellevilles, qui doivent enlever 2 sièges. Alors, les Bellevilles, je pense que c'est le fait qu'ils aient 12 sièges, c'est pas lié au calcul qui a pu être fait en 2014, parce que la commune de Saint-Martin, à l'époque, n'avait certainement pas 12 sièges, mais simplement les 12 sièges résultent de l'agglutination de 2 sièges, je crois, de Saint-Jean, ou plus peut-être. 2 de Saint-Jean, 2 de Saint-Jean et 2 de Villars-Lurin, qui sont venus s'ajouter donc aux 8 qu'il y avait à Saint-Martin. Et les 8 qui étaient à Saint-Martin, c'était déjà fait l'objet d'un accord. Et c'était pas le calcul arithmétique lié à la population. Mais donc, en 2014, les élus communautaires, vous vous souvenez, ont été directement élus par les citoyens, puisqu'on avait un bulletin de vote avec une liste d'élus municipaux, et pour la première fois, il y avait sur le même bulletin une liste de candidats communautaires. Et là, donc, paradoxe, à 1 an et demi de nouvelles élections, on va devoir élire de nouveaux membres du conseil communautaire, non pas en prenant les résultats de 2014 et en prenant dans l'ordre les résultats pour les refaire mouliner avec les critères d'élection de l'époque, mais non, on va voter au niveau du conseil municipal comme ça se faisait avant 2014. Donc c'est quand même assez paradoxal. Bon, voilà. Et j'imagine que le législateur va quand même se charger de revoir la chose. Ensuite, j'avais une autre observation. Oui, alors, par rapport au nombre d'habitants, on voit que Moutier, 3509 habitants dans le tableau que vous avez donné. Alors, pourquoi vous avez donné le nombre d'habitants ? C'est parce qu'il y a des critères légaux
donc qui sont liés, dans la mesure où il n'y a pas l'accord local, on applique arithmétiquement par rapport au nombre d'habitants. Est-ce que vous pouvez nous préciser, si par exemple Moutier avait été en dessous de la barre des 3005, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les faits, on est en dessous de 3005. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. On est à peu près à 3350 habitants à peu près, enfin, c'est-à-dire le recensement de 2018. Puisqu'en fait, l'INSEE décale de 3 ans, la population officielle par rapport à la population réelle. C'est-à-dire qu'en fait, la population officielle de Moutier au 1er janvier 2019, c'est la population arithmétique ou statistique au 1er janvier 2016. Il y a un décalage de 3 ans. Or, comme au niveau du recensement, on était malheureusement fortement en dessous des 3005, mais juste une question comme ça, savoir si on était en dessous de 3005, est-ce que ça changeait quelque chose? Alors, ça, en fait, si vous voulez, la question de la population, pour commencer par répondre sur ce point, la question de la population est liée dans la répartition de la population entre tous et dans la comparaison entre tous. Donc, si on décidait de prendre une population qui ne soit pas la population officielle, eh bien, il faudrait qu'on prenne pour toutes les communes la population qui n'est pas officielle. Et c'est à ce moment-là seulement où on pourrait dire si ça a une incidence. En tous les cas, si toutes les communes ont suivi le même mouvement, on peut dire que ça n'a pas d'incidence. Mais c'est pas le fait de 3005 ou pas 3005. Non. La question, c'est la comparaison de la population par rapport aux autres populations. Voilà. C'est proportionnel. Voilà. S'agissant de votre premier point, on pourrait en parler toute la nuit et nourrir du contentieux, sans doute. Mais en réalité, moi, je partage votre avis. On a élu de manière démocratique à un moment donné des représentants. Enfin, c'est toujours démocratique, mais on a élu selon des règles de choix de la population. Et aujourd'hui, on nous contraint, parce que finalement, nous, on n'a rien demandé dans cette affaire, hein, on nous contraint à faire des choix qui ne soient pas ceux de la population. Ça vaut pour les candidats à venir, comme ceux qui doivent finalement céder la place. Donc, on est dans une conséquence. C'est la réglementation qui s'applique à la situation que nous vivons est vraiment très complexe. Voilà. Et l'exercice est vraiment périlleux. On a pris du temps. On a croisé beaucoup d'informations pour arriver à être au clair sur la manière avec laquelle il nous fallait procéder. Voilà. Donc, on peut effectivement en discuter longtemps. On pourrait peut-être nourrir du contentieux. Bon, voilà, c'est pas le sujet là pour l'instant. Il faut qu'on réponde de la demande du préfet. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, Monsieur le maire, et justement pour éviter que les choses, disons, nous permettent de revivre des moments moins démocratiques, on va dire, d'avant 2014, est-ce que pour l'élection, on va devoir Moutier, donc si on adopte cette nouvelle clé de répartition, Moutier va devoir nommer deux nouveaux élus qui vont siéger à la communauté de communes. Si vous faites jouer votre poids majoritaire, c'est-à-dire que vous présentez 2 candidats, forcément, vous allez les élire, vos 2 candidats, et si on en présente 2 en face, ils n'ont aucune chance. Alors, est-ce que vous comptez appliquer cette méthode brutale, ou est-ce que vous êtes ouvert à quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui découlerait d'une application du code, enfin d'une application du résultat de 2014, et donc de prendre des personnes qui résulteraient de ce calcul-là. C'est-à-dire qu'il y aurait à peu près, peut-être probablement, j'ai pas fait le calcul, mais il y aurait peut-être une personne des 2 minorités et une personne de votre majorité qui siégerait à la communauté de communes pour finir le mandat. La question que vous posez, elle est un peu en anticipation des décisions auxquelles on est appelé. Non, mais j'entends bien, mais moi, je ne peux pas vous donner une réponse quand je n'ai pas étudié la question. Vous avez pensé, monsieur le maire. Pensez-vous. En tous les cas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne suis pas toujours fermé aux questions d'ouverture. Voilà. Pas toujours. Fermé aux questions. Et puis après, vous savez, il y a des personnalités qui sont plus, j'allais dire plus rondes, mais c'est pas bien de dire ça parce qu'après on peut le sortir du contexte. En tous les cas, l'ouverture doit être quelque chose de partagé.
Voilà. Dans les deux sens, alors. Ben oui. Et tout le monde ne fait pas forcément preuve d'une non-adhérence. Voilà. Donc mon propos n'a de sens, pour vous répondre précisément, qu'à la condition de savoir comment on peut travailler ensemble sur cette question. Mais ce n'est pas tant un sujet de conseil municipal, c'est plutôt un sujet de rencontre des représentants des groupes, je pense. En tous les cas, je suis ouvert à rencontrer les autres représentants de groupes pour que nous en parlions. Philippe ? Je veux dire que l'esprit qui prévaut au niveau de la communauté de communes va dans le sens que tu le dis, hein, je pense, tel que je le ressens. Pour continuer sur cette question, nous sommes amenés aujourd'hui, enfin prochainement, à modifier le tableau puisque certains n'ont pas voulu créer une commune nouvelle. Le conseil municipal avait délibéré à un moment pour acter et donner que tu puisses conduire les discussions avec des communes qui auraient pu rejoindre cette commune nouvelle. Il s'avère qu'une commune voisine, qui est Salins-Fontaine, a décidé à l'unanimité du conseil municipal de ne pas vouloir maintenant adhérer dans une commune nouvelle. Pas ce soir, mais est-ce que, comme ça avait été dit lorsque nous avons délibéré pour réfléchir sur une commune nouvelle, tu pourras nous faire une restitution des travaux qui ont été faits avec les communes supposées d'Hautecourt et de Salins-Fontaine? Oui, ça va être assez vite mené, et j'ai pas de problème pour ça, pas dans une séance du conseil naturellement, dans une séance de travail, pourquoi pas. Et puis s'agissant de la question, je crois que si vous étiez au vœu, vous savez à peu près ce que j'en pense. Voilà. Merci. Et ma deuxième question, c'est dans les 2 délégués de Moutier qui vont rejoindre le conseil communautaire, est-ce que là, on est tenu à la parité homme-femme? Non, mais je regarde quand même Dominique parce que... C'est une liste avec un homme et une femme. Ah, c'est une liste avec un homme et une femme, d'accord. Bon, donc j'ai bien fait de regarder Dominique. Oui. Ce sujet est tellement complexe qu'on finit par s'y perdre. C'est un homme ou une femme? Une femme, prénom. Une femme. Le prénom, Dominique. Aïe, aïe, aïe. Bien, Bernard, dernière question. Oui. Ouais, dernière question. Du coup, compte tenu de tout cela, à partir de quand le conseil communautaire pourra à nouveau délibérer? C'est ce que je vous ai dit, à partir de son installation, qui devrait se situer début mars au plus tard. Voilà. En fait, ça dépend de s'il y a un tour ou 2 tours à Salins, ça dépend du temps des désignations, et une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir installer. C'est d'ailleurs pour nous assez complexe, parce que finalement, on est dans la période budgétaire où on sait déjà par avance qu'on va être obligé de décaler notre débat d'orientation budgétaire par rapport au calendrier prévisionnel. Voilà. Je vous propose donc de mettre aux voix ce rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Florence, je vais te donner la parole sur une délibération traditionnelle de notre Assemblée. Bernard, je connais déjà le vote issu de cette délibération, mais vous savez aussi que nous la présentons chaque année de la même manière. Florence. Donc le conseil municipal peut, par délibération, autoriser le maire à engager et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif. Et ce, dans la limite des sommes ne pouvant pas dépasser le quart des dépenses inscrites au budget de l'année précédente. Déduction faite des restes à réaliser dans les opérations ou articles correspondants. Donc pour 2019, vous avez le détail de toutes les sommes dans le rapport. Voilà, donc pour le budget général, le total s'élève à 647 023 et pour le budget assainissement, à 55 129. Merci Florence. Bernard. Une question de détail et une question de principe. La question de détail, c'est quand je vois dans le budget général, salle des fêtes, 398 780 €, je voulais que vous précisiez là-dedans comment c'est calculé et comment vous prenez en compte ou non les restes à réaliser, puisque j'imagine que pour un certain nombre d'opérations, il y a des restes à réaliser. Je rappelle que les restes à réaliser sont des dépenses engagées au cours de l'exercice 2018 sur le budget voté en 2018 et qui peuvent être dépensées en 2019 et même payées avant le vote du budget 2019, puisqu'il s'agit donc de restes à réaliser. Donc je voulais savoir que vous précisiez ça. Puis alors, ensuite, l'observation générale, c'est de dire que effectivement, de façon récurrente,
j'exprime la même opinion concernant ce problème des dotations d'investissement, parce que le fonctionnement, c'est différent. Le fonctionnement, il est automatiquement, il permet d'être automatiquement engagé avant le vote du budget sur la base d'un prorata de l'année antérieure. Ça, c'est automatique. Par contre, pour l'investissement, je réitère ma position, qui est de dire qu'il n'est pas normal qu'on donne le pouvoir au maire de lancer des nouvelles opérations d'investissement avant débat d'orientation budgétaire et avant le vote du budget. Oui, Madame Rochat, vous pouvez très bien vous mettre la tête dans les mains. Je réitère cela. Et si vous regardez autour de vous, Madame Rochat, vous verrez dans le journal, notamment, dans le Dauphiné libéré, puisque le maire s'en réfère souvent, que beaucoup de communes votent le budget au mois de décembre. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi ? Eh bien parce qu'en votant le budget au mois de décembre, on n'a pas besoin d'effectivement donner ce que j'appelle un chèque en blanc, pour les... pas en bois, non, en blanc, pour les 4 premiers mois de l'exercice. C'est-à-dire que le débat d'orientation budgétaire a lieu en fin d'année civile et le vote du budget a lieu en fin d'année civile pour l'année suivante. En ce qui concerne les montants, c'est une simple règle de 3. Au BP, on avait voté par exemple pour la salle des fêtes 1 595 120 et donc là vous divisez par 4 simplement. Donc il n'y a pas de reste à réaliser comme ça a été dit dans le rapport. Et en ce qui concerne le vote du budget qui se fasse au mois de mars ou au mois de décembre, je pense que l'impact en fait, à part le fait que vous disiez qu'il y a un chèque, le travail serait exactement le même. Puisque si on vote trop tôt, on serait peut-être obligé de faire un budget supplémentaire pour pouvoir réactualiser. Ne hochez pas la tête parce que... mais bien sûr, oui, bien sûr. Ou plutôt le faisait. Voilà, c'est d'un autre temps ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le budget est tellement compliqué à monter. Et on est tous témoins de ce qui nous arrive depuis un certain nombre d'années, baisse des dotations, augmentation du FPIC, blablabla. Et par ailleurs, il y a tellement de dispositions particulières dans la loi de finances qui, elle, est votée de manière définitive fin décembre, et qu'il nous faut au moins un mois et demi de retour et d'analyse pour bien comprendre ce qui se passe, l'impact sur nos budgets. Et puis ensuite, ça nous permet aussi d'établir le résultat de l'année. Et à partir du résultat, on fait une affectation de résultat, et à partir de cette affectation de résultat, on ajuste la capacité d'emprunt, la capacité d'investir, donc en recettes et en dépenses, et on s'assure de vous livrer un budget qui est sincère. Merci pour vos précisions. Je vous propose donc qu'on mette ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? 1, 2, donc 3. Alors attends, Floriane. Donc 3 oppositions. Non, mais il faut être précis. 3 oppositions, très bien. Des abstentions, je vous remercie. Point 4, l'indemnité de conseil au comptable du Trésor, dont, je dois le dire par anticipation de la présentation du rapport, nous sommes très satisfaits. Alors, comme prévu par les textes, les communes et groupements de communes peuvent verser en tout ou partie au comptable du Trésor une indemnité de conseil qui est allouée selon un pourcentage de 0 à 100% voté par l'Assemblée délibérante. Pour ce faire, il convient que le conseil municipal délibère dans ce sens. Monsieur le maire propose de délibérer pour fixer cette indemnité à 100% au trésorier de Moutier pour la période 1er janvier 2018-31 décembre 2018, sur la base de l'état liquidatif qui est joint à la présente délibération. Donc pour Madame Zanetto, cela correspond à un montant de 1 093,44 €. Merci Florence. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions, Philippe ? Oui. Oui, c'est une déclaration de principe. Je ne remets pas en cause l'indemnité de qualité de service qui sera versée à notre trésorier. Je dis simplement à une époque où les collectivités sont contraintes par l'État à des
choix drastiques au niveau des finances. Je pense que l'État employeur doit rétribuer correctement ses employés et qu'aujourd'hui on donne une indemnité de conseil à un trésorier, on pourrait le donner à d'autres fonctionnaires si un jour ça se faisait. En tout cas, je pense que beaucoup de collectivités l'ont fait. Je voterai les 100% qui sont mis, mais je pense qu'il y a des actions à faire pour ne pas se substituer à l'État pour payer son personnel. Voilà. On partage évidemment ce principe qui est rappelé chaque année. On est sur un système qui est complètement daté, mais c'est à l'État de revoir finalement le fonctionnement. La trésorière ne doit pas être la victime finalement de cette situation. Aujourd'hui, la victime, c'est notre budget communal et donc c'est le contribuable. Je partage. Est-ce qu'il y a sur ce sujet des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je donne la parole à Noir Kismoun pour... dans le prolongement de nos décisions du mois de décembre, la création d'un poste de gardien de brigadier de police et ASVP. Merci. Donc effectivement, dans le prolongement des décisions du précédent conseil municipal, il vous est proposé ce soir de modifier le tableau des emplois et de créer un poste de gardien brigadier de police municipale à temps complet à compter du 1er avril 2019. Ce qui vous est également proposé, c'est de créer pour une période très courte, 6 mois, un poste d'ASVP dans l'hypothèse où nous ne réussirions pas à recruter immédiatement un poste d'agent de police municipale. L'idée étant... Formé et prêt à l'emploi, voilà. Et donc l'idée étant de créer ce SAS pendant la période de 6 mois qui nous permet à l'arrivée d'avoir ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire un agent brigadier de police municipale. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'approuver la création de ces postes et donc d'ouvrir les crédits nécessaires et de charger le maire de l'exécution de la décision et de l'autoriser à signer l'ensemble des documents s'y rapportant. Merci. Des remarques sur ce sujet, Bernard? Oui, alors donc, comme dans le prolongement de notre position lors du conseil municipal du 20 décembre, à savoir, il y a eu 3 oppositions au schéma général que vous avez proposé et au tarif que vous avez proposé concernant le stationnement payant à Moutier, où on passe de 85 places payantes jusqu'en décembre 2017, on passe à 550 places payantes dans votre projet. Donc dans le prolongement de cette position, nous allons voter contre ce recrutement d'agents de police supplémentaires pour qui est lié au stationnement payant. Très bien. D'autres remarques ou interventions? Pas spécialement. Je mets donc le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? J'en ai noté 3. Des abstentions? Je vous remercie. Toujours du côté des ressources humaines, un avenant à la convention de services communs. On est bâtiment électricité éclairage public sur un point de forme. Donc effectivement, c'est un point de forme. Il ne s'agit juste, c'est dur à dire ça, que de modifier la composition, voilà, du parc de véhicules. On passe à un Peugeot Expert, un Peugeot Boxer, un Master et une nacelle, et on supprime la nacelle, le véhicule beeper, etc. Tout ce qui est rayé dans le rapport qui vous est présenté. Il s'agit de l'avenant numéro 2 à cette convention qui a été signée donc avec la communauté de communes, et donc il vous est proposé d'approuver l'avenant et d'autoriser le maire à la signer. Merci. Des remarques, des questions sur des questions de forme? Merci. Des oppositions, des abstentions? Merci. Le point numéro 7, avenant de transfert dans le cadre du marché de réhabilitation de la salle des fêtes. Ça concerne le lot 4. On est là aussi sur un point vraiment de pure forme. Il se trouve que le lot 4 a été attribué à la société SPI Batignolles Tondela, qui a été absorbé par SPI Batignolles Sud-Est. Et donc, il convient de délibérer pour faire glisser le marché vers
l'entreprise qui a absorbé et qui aujourd'hui se retrouve être titulaire de ce marché par effet de conséquence. Voilà, j'imagine que ça n'appelle pas de remarques particulières. Je vous rappelle que nous organisons une visite de la salle des fêtes demain à 18h30 et que vous êtes un certain nombre à avoir confirmé votre présence. Et c'est très intéressant que d'aller le voir, ce chantier. Voilà. Sur cette délibération de forme, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Et enfin, on en arrive au point supplémentaire. Pardon. Concernant l'hôpital et le projet médical. Alors, je laisserai naturellement la parole à Bernard. Pour vous dire d'abord, donc on a eu l'occasion de se voir il y a quelques jours, une semaine ou deux, pour faire un point avec les élus qui étaient présents, enfin tout le conseil était invité en tous les cas, sur ce sujet du projet médical. Pierre Idé, directeur délégué du CHAM, était présent. Et nous avons pu, j'espère que vous avez pu avoir tous les éléments techniques qui étaient nécessaires. Bernard a souhaité qu'on puisse remettre un point ce soir à l'ordre du jour. C'est le sens de ce que nous abordons maintenant. J'avais proposé, et merci de cette collaboration, que si un document devait être soumis, il puisse être proposé avant, ce qui nous a permis d'y retravailler pour une fois et de soumettre tant à Bernard qu'à Philippe au cours de cette séance une proposition amendée, mais à la marge finalement, de la proposition initiale qui a été soumise par le groupe Moutier Autrement. Bernard, je vous laisse la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, j'avais souhaité qu'on rajoute ce point à l'ordre du jour parce que effectivement c'était la semaine dernière, c'était le 17, qu'on a eu donc ce conseil municipal à huis clos avec Monsieur Idé. Bon. C'est très intéressant, mais effectivement, une heure et demie, ça faisait un peu court, d'autant en plus qu'il n'y avait pas tous les élus, ça faisait un peu court, effectivement, pour qu'on ait le temps d'un échange entre nous sur le sujet, puisque en fait, on a pu poser quelques questions à Monsieur Idé, dont on n'a pas toujours eu les réponses, d'ailleurs, parce que en fait, moi, ce que je retiens en fait de cette présentation du projet médical, c'est que il y a eu quand même peu de réponses aux questions que nous avons pu poser, sachant que nous découvrions pour la plupart d'entre nous la présentation orale. Il y avait des diapositives, je pense que ces diapositives émanaient du cabinet que le CHAM a commandité pour les accompagner dans ce qu'ils appellent donc le projet médical et la trajectoire économique, puisque c'est pas rien de rajouter et trajectoire économique, puisqu'on passe d'un CHAM déficitaire de 3,6 millions à un CHAM qui souhaite retrouver l'équilibre financier à l'échéance 2022, ce n'est pas rien, surtout eu égard aux énormes investissements qui sont sous-jacents et plus ou moins annoncés, à savoir notamment la reconstruction des 2 EHPAD. Alors, si le projet de la reconstruction de l'EHPAD des Cordeliers au sein des locaux de l'hôpital en démolissant toute la partie la plus ancienne de l'hôpital, si c'est ce scénario-là qui est effectivement retenu, c'est celui en tout cas qui nous est annoncé comme étant mis sur le haut dans les choix, en premier choix, ça représente probablement un investissement de l'ordre de 30 millions d'euros à la louche. Enfin, je ne sais pas, vous avez peut-être plus de chiffres, monsieur le maire, vous nous préciserez. Mais faut savoir, par exemple, que l'agrandissement de l'hôpital d'Albertville, pour pouvoir absorber les urgences et la chirurgie de Moutier, ça représentait 26 millions d'investissements, alors que lorsque le plan de l'ARS nous avait été présenté en novembre 2014, il était prévu entre 16 et 18 millions d'euros. Au final, ça a coûté 26 millions d'euros. Dans la comptabilité d'un hôpital public, un investissement, même s'il est subventionné par l'ARS, c'est-à-dire par la sécurité sociale, c'est-à-dire par nous tous, cet investissement, il doit quand même être amorti dans la comptabilité. Et donc, il grève le résultat financier. Donc, 30 millions de travaux à Moutier pour reconstruire l'EHPAD au sein de l'hôpital en démolissant toute l'ancienne partie, plus probablement du même ordre de grandeur pour reconstruire l'EHPAD de Claude Léger à Albertville,
Ça fait 60 millions d'euros. C'est énorme comme investissement. Et par ailleurs, l'objectif l'objectif qui nous est annoncé, c'est un plan de développement. C'est-à-dire c'est une reconquête de patientèle. Très bien, on ne peut que approuver un tel objectif. Comme on ne pouvait que approuver les objectifs de l'ARS en 2014 lorsqu'ils nous ont imposé leur plan de restructuration hospitalier pour l'ensemble de la Tarentaise et d'Arlysère. Mais on peut quand même se poser des questions. Parce que l'évaluation qu'on demande à corps et à cri depuis plusieurs mois, cette évaluation de ce qui s'est passé depuis 3 ans, et qui fait qu'aujourd'hui le CHAM a perdu de la patientèle et a augmenté fortement son déficit, cette évaluation, elle n'a pas été faite, ou très partiellement faite. Effectivement, nous autres, par ailleurs, du collectif hôpital, on a demandé à l'ARS que cette évaluation ait lieu, comme d'ailleurs la commune de Moutier l'a demandé par son vote à l'unanimité le 18 juin dernier. Mais on a reçu, le collectif, alors l'ensemble des conseillers municipaux ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas tous membres du collectif. Le collectif a reçu récemment, il y a à peu près une dizaine de jours, un courrier du directeur de l'ARS qui nous répond à notre demande d'évaluation. Et il nous répond en faisant une auto-évaluation sur 2 pages et demie, pas inintéressante, mais très partielle, et très partiale, je dirais, les deux. Et cette auto-évaluation n'est pas satisfaisante, parce que nous, ce que nous demandions, et ce que nous demandons toujours, c'est qu'il y ait une évaluation partagée avec l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est pas le cas c'est pas le sens de la réponse du docteur Graal, directeur général de l'ARS. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut encore être très inquiet, parce que le projet médical qui est présenté présente pour Moutier, comme perspective pour Moutier, pour le site hospitalier de Moutier, essentiellement un pôle gériatrique. Alors, on peut effectivement valoriser la gériatrie, comme ça nous a été présenté l'autre jour par M. Idé. Effectivement, la gériatrie, on peut considérer que c'est la médecine de l'avenir, puisque nous sommes tous potentiellement des vieux, on est tous des vieux dans le futur. Donc, et comme ils considèrent au CHAM que la population de Moutier et de ses environs est plus vieillissante que la population d'Albertville et de ses environs, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. On a donc toutes les chances, on a une grande chance de voir à Moutier un pôle gériatrique se développer. Bon, soit. Sauf que, à côté de ce pôle gériatrique, on s'aperçoit finalement qu'un certain nombre de services, soit qu'on aurait pu espérer conserver, soit qu'on aurait pu espérer conquérir, ne sont pas annoncés. Alors, le scanner, qui est un enjeu essentiel, M. Idé nous a dit, le scanner, il fonctionne très peu. Il fonctionne beaucoup moins que dans n'importe quel autre hôpital du territoire national. Donc, selon ce que j'ai cru comprendre de ce que nous disait M. Idé l'autre jour, si lui, il était vraiment décideur en la matière, le scanner de Moutier, il le renouvellerait pas. C'est clair et net. Mais c'est pas lui qui décide. Heureusement. Mais enfin, en tout cas, il fonctionne pas. Il fonctionne pas comme il pourrait fonctionner. Donc je prends l'exemple du scanner, mais je peux prendre d'autres exemples. Hein, d'autres exemples de services qui existaient, qui sont plus ou moins pointillés, maintenus, mais un certain nombre, on va dire, vont probablement disparaître. La médecine générale, tout âge, je pense que, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce qu'on n'a pas les documents écrits, à mon avis, ça va surtout être de la médecine gériatrique, d'après ce que j'ai pu comprendre. L'hospitalisation à domicile, j'ai cru comprendre aussi que le centre de gravité, il était plutôt albertvillois, et donc l'hospitalisation à domicile, ça devrait probablement, et malheureusement pour Moutier, être transféré sur Albert. On n'a pas parlé de l'école d'aide-soignante l'autre jour. Personne n'en a parlé, et j'ai pas entendu non plus M. Idé en parler. Je ne sais pas quel est le sort envisagé dans le cadre du projet médical à l'école d'aide-soignante qui se trouve actuellement dans les locaux de Moutier. Donc en gros, moi ce que je retiens de leur projet médical, c'est un projet et des perspectives économiques. C'est un projet très ambitieux en termes de reconquête de clientèle et de retour à l'équilibre financier d'ici 2022, tout en prévoyant d'éventuels futurs investissements très importants, sans qu'ils soient chiffrés.
Mais ce que j'en retiens principalement pour Moutier, c'est qu'en fait, on est destiné à bénéficier, entre guillemets, d'un super pôle gériatrique, accompagné d'un cabinet médical élargi. Quand je dis cabinet médical élargi, c'est-à-dire un CAM. Le CAM, il est envisagé qu'il soit disons, modifié, transformé pour disons, faire collaborer un peu plus qu'ils ne le font aujourd'hui les médecins libéraux et les médecins de ville. Donc un CAM qui devient en fait plus ou moins un centre médical. Et là, quand je dis élargi, c'est-à-dire avec effectivement un pôle d'imagerie. Un pôle d'imagerie, c'est très bien, et c'est vital d'avoir un pôle d'imagerie. Sur Moutier, il y a un cabinet qui a fermé il n'y a pas longtemps. L'hôpital devenait obsolète en imagerie, faute de personnel, parce qu'il y a le matériel, puis aussi le personnel derrière. Donc en fait, je crains fortement que ce projet médical n'augure rien de bon pour les services de santé en général. D'où la motion effectivement que j'ai proposée et que Monsieur le maire vous avez amendé, qu'on peut peut-être lire. Alors, j'ai lu rapidement. Les autres conseils municipaux n'ont peut-être pas la version que j'avais faite en entier. Ce qui est en noir, c'est le texte qui émane de ma proposition. Par contre, ce que vous n'avez pas, c'est ce qui a été enlevé. Mais je peux, effectivement, j'ai relu, je pense qu'on peut accepter. Moi, j'accepte volontiers les amendements que vous avez faits. La principale modification, c'est que vous avez enlevé le rappel du texte qu'on avait voté ensemble le 18 juin 2018. Bon, simplement on y fait référence, donc il faudra simplement se souvenir de ce qu'on avait mis ce jour-là. Et puis effectivement au niveau après les attendus, au niveau de ce que véritablement on exprime comme demande, vous avez modifié les choses. Alors je vais quand même lire le premier paragraphe de ce que moi j'avais rédigé. J'avais dit: c'est pourquoi le conseil municipal demande comme préalable à toute approbation du projet médical et trajectoire économique du CHAM la mise en œuvre d'une évaluation du plan d'action de l'ARS décidé en 2014 intitulé l'offre de santé en parenthèse. Et vous avez modifié cela en mettant: prend acte de la volonté positive du CHAM et de l'ARS dans la démarche de prise en compte des spécificités du territoire dans la construction du projet médical, notamment avec des actions spécifiques identifiées pour le site de Moutier. Bon, disons que ça va être agréable à lire pour le CHAM et pour l'ARS. Voilà, on peut en débattre. Ensuite, renouvelle sa demande. Donc nous, on renouvelle notre demande d'une mise en œuvre de l'évaluation du plan d'action de l'ARS décidé en 2014 et intitulé l'offre de santé en parenthèse, dans le cadre d'une concertation élargie. Et je soulignerai que vous avez maintenu ce bout de phrase important. C'est un préalable à l'arrêt définitif du projet médical du CHAM. C'est-à-dire que l'essentiel est là pour moi, à savoir que si on ne fait pas l'évaluation et si nous on laisse passer le projet médical avant que cette évaluation ait été faite, on court malheureusement à des lendemains qui risquent d'être très douloureux. Pas seulement pour le Moutier, mais probablement aussi pour Albertville. Voilà, donc je m'en arrêterai là pour dire que pour moi, ce qui est très important, c'est l'évaluation avant l'approbation du projet médical, qui nous engage pour 5 ans. Je rappelle que le projet médical nous engage pour 5 ans, engage en tout cas les membres du conseil de surveillance qui vont le voter, je ne sais pas quand exactement, début février. Très bien. D'autres prises de parole autour de la table? Philippe, oui. Oui, cette délibération sur laquelle nous allons nous prononcer maintenant, est-ce que vous prévoyez de la communiquer aux autres communes qui avaient voté la délibération en juin 2018 ? Oui. D'autres remarques? Pas spécialement. Je vais donc la soumettre à vos votes. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et nous en arrivons au terme de notre conseil municipal atypique, parce qu'on l'a organisé un mardi. Et je tenais à vous remercier. Et puis il me reste Philippe, oui. Je m'excuse.
Fabrice, avant que tu ne conclues cette séance, j'ai vu qu'il y avait une réunion publique prévue sur le stationnement. Est-ce que tu peux nous en dire une chose? Deuxième point, c'est également ce qui a été présenté dans notre réunion avec Monsieur Idé le 17, qu'on puisse avoir la communication du PowerPoint qui a été présenté comme l'engagement a été pris, et que les supports qui ont été très utiles, qui ont été faits dans le cadre de l'assainissement, pas ce soir parce que peut-être ne sont-ils pas encore présentés au syndicat des Dorons, mais ceux qui avaient été présentés lors d'une précédente réunion, on les avait vus en préalable d'un conseil syndical. Si on peut en avoir la communication, ou s'ils sont mis sur le site extranet, ce sera très bien. Merci. Alors, sur ces deux questions, naturellement, effectivement, il y a une réunion qui se planifie sur le stationnement. Je réfléchissais en même temps, je crois que c'est le 31 janvier. Voilà. On va pouvoir vous confirmer ça demain. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Sur le deuxième sujet, oui, OK, pour transmettre les documents comme on le fait d'habitude, dès lors qu'ils peuvent être communiqués. Alors, ceux sur l'assainissement, on a la main, si je puis dire, un peu plus, donc on le fera. Ceux du CHAM, il y a un certain nombre d'étapes préalables à dépasser. D'ailleurs, Bernard, vous me l'aviez demandé aussi, je crois, ce document, et je vous avais dit que pour l'instant, nous n'en disposions pas et qu'on attendait d'avoir la possibilité de vous les communiquer. Voilà. Donc, évidemment, pas de problème, à partir du moment où c'est présenté en séance, sur des documents qui sont accessibles. Voilà. Merci à tous, bonne soirée et à très vite.